Bonjour. Pour une fois, cette vidéo ne s'adressera pas uniquement à mes followers, parce que la plupart connaissent déjà tous les arguments. Mais elle s'adressera à tous les autres, ceux qui dorment encore désespérément, croient encore très naïvement au beau conte de Noël, s'imaginent que nos gouvernements veillent à notre santé et ignorent complètement les menaces terribles qui pèsent sur nos têtes, mais également sur celles de nos enfants, et donc c'est particulièrement important. Donc ici, je vais vous demander avec insistance de bien vouloir partager cette vidéo au maximum. Vous utilisez vos contacts, vos listes de diffusion, vous en parlez à vos amis pour qu'ils avertissent leurs voisins, etc. À votre femme, vous lui dites que c'est un secret à ne révéler à personne. Vous allez voir, c'est très efficace. Bref, s'il vous plaît, faites un max, parce que le message qui va suivre est primordial. Merci à tous. Générique. Il y a peu, je sortais une vidéo sur le futur vaccin contre la Covid-19 et j'exprimais mes doutes très profonds quant à sa réelle gratuité, mais aussi sur son caractère prétendument non obligatoire. Je résume très rapidement le premier point. Si l'État va avancer les fonds, c'est tout de même encore le contribuable qui devra y aller de sa poche. Ne vous leurrez pas, gratuit a été pendu jusqu'à ce que mort s'en suive, et ce depuis déjà très longtemps. Cette soi-disant gratuité n'est qu'un argument d'autorité destiné à vous spolier de l'argument du prix. Vous ne pouvez plus vous retrancher derrière ce que ça coûte, puisqu'on vous le donne gratuitement. Tout du moins, c'est ce que l'on essaie de vous faire croire. En réalité, c'est un peu comme si on vous faisait croire que vous allez bénéficier gratuitement de la guillotine qui servira à vous couper la tête. Mais vous allez me dire que j'exagère comme tout bon complotiste. Or, il se fait que vous commettez déjà l'erreur de confondre entre comploteur, c'est-à-dire celui qui fomente un complot, celui qui le manigance et celui qui l'étudie et le dénonce afin que les autres ne tombent pas dans le panneau. Car il est question ici de vous défendre contre une menace effroyable, implacable et toute proche qui se dessine désormais très nettement. Et ce n'est pas pour dans quelques mois, c'est maintenant tout de suite qu'il faut réagir, car le loup est là, pas derrière la porte où il y aurait encore moyen de l'éviter, pas dans le couloir où l'on pourrait encore le contenir, non, il est dans la pièce, derrière votre canapé, la gueule grande ouverte, prêt à la refermer sur votre cou, alors que vous êtes là, à regarder la télévision et à écouter les sornettes qu'on y raconte. Mon but n'est pas de vous faire peur, ça a déjà été fait tout au long de l'année. Mon but, c'est de vous ouvrir les yeux, le savoir, c'est le pouvoir. Si vous fermez les yeux, vous ne verrez plus le loup, mais le loup sera toujours là. Et ce n'est pas le fait de fermer les yeux qui vous sauvera. Qu'est-ce qui me fait croire à ça et quel est le rapport avec le vaccin, direz-vous? Et puis aussi, pourquoi devriez-vous me croire, moi que vous ne connaissez même pas? Il se fait d'abord que je suis un spécialiste de l'enquête, y compris judiciaire, que j'étudie la problématique du Covid depuis le début de la pandémie à Wuhan, sans relâche depuis maintenant 11 mois, en y consacrant tout mon temps libre. Tout simplement parce que j'ai compris très vite qu'il y avait un danger réel, d'abord par simple pressentiment, donc ça c'est sans aucune valeur, mais ensuite en constatant que tout se confirmait sans cesse, dans les moindres détails. Tout. Couchez Bobby. Ensuite, parce que le projet de passeport sanitaire a fait parler de lui et que ça, c'était la cerise sur le gâteau, la confirmation ultime, si celle-ci était encore nécessaire. Et c'est là que j'en reviens au vaccin. Celui-ci ne sera donc pas obligatoire, nous dit-on. Ah non? Sauf que très bientôt, si vous ne disposez pas de la preuve de votre vaccination, vous ne pourrez plus prendre l'avion. Des accords ont déjà été abordés. Voyez le terme IATA dans votre moteur de recherche préféré, si vous ne me croyez pas. Et cela concerne déjà la plupart des compagnies aériennes internationales. Vous aurez donc déjà vite compris, même si vous ne prenez pas l'avion, que cela va concerner beaucoup de monde. Mais attention que le procédé sera rapidement appliqué à beaucoup plus grande échelle et que ce même passeport, pour autant que l'on puisse l'appeler ainsi, car derrière cette appellation se cachent encore d'autres monstres, eh bien, cela s'étendra à peu près à tous les moyens de transport en commun. Cela veut dire qu'il vous sera pratiquement plus possible de vous déplacer si vous n'aurez pas pris ce vaccin. Ce n'est déjà plus vraiment ce que j'appelle de la liberté.
À terme, sans le procédé d'identification dont je vous parle, et qui, pour la petite histoire, comporte le signe de la bête, le fameux 666 de l'Apocalypse, c'est-à-dire en fait de la révélation, ceci dit à l'usage des croyants pour lesquels ce ne sera pas juste une question de détail. Mais enfin soit, sans le procédé d'identification, donc, vous ne pourrez plus effectuer une simple transaction bancaire. Vous ne pourrez plus rien acheter, plus rien vendre, ni aller au cinéma, ni aller au théâtre, ni participer à un quelconque rassemblement, ni vous rendre dans un parc d'attractions ou un centre animalier, et j'en passe. Mais me direz-vous, il ne s'agit en fait que d'un projet, d'une formalité administrative de laquelle il suffit de se libérer en se faisant vacciner. Serais-je anti-vax de la pire espèce? Eh bien, pas du tout. Je suis moi-même de formation scientifique, pas médecin mais féru de médecine. Je suis vacciné, j'allais dire comme tout le monde, mais il y a vaccin et vaccin. Et figurez-vous qu'à l'heure actuelle, environ 37% des médecins ont déjà décidé de ne pas se faire vacciner contre le Covid. À toutes fins utiles, dites-vous bien que si plus d'un tiers des médecins ont pris cette décision, c'est bien qu'il y a anguille sous roche. C'est bien qu'ils sont conscients de ce qu'un vaccin pleinement sécure ne pouvait pas être prêt en si peu de temps, même si les laboratoires pharmaceutiques ont mis le turbo. C'est bien aussi parce que ces mêmes médecins n'ont pas apprécié du tout l'interdiction de prescrire dont ils ont fait l'objet et qui, dans certains cas, aurait pu sauver des vies. C'est aussi parce qu'ils se sont étonnés, comme beaucoup de gens pas trop bêtes, de ce que l'on mettait de côté un produit essentiel et bon marché dès le début de la pandémie. Il ne faut pas être Sherlock Holmes pour trouver cela suspect. Dans le même ordre d'idées, beaucoup ont trouvé particulièrement déplacé que l'on mette par contre en avant un principe inefficace et cher, je dirais même très cher, voire dangereux au service de notre santé. Au service de notre santé. Pour certains, le serment d'Hippocrate a dû en prendre un coup quand est sorti le décret Rivotril. Si vous ne connaissiez pas, allez voir vous-même ce qui se dit à ce sujet. Peut-être allez-vous commencer à comprendre, mais je vais faire comme si ce n'était pas le cas. Parce que vous allez me dire, pour les plus finaux d'entre vous, que si 37% des médecins refuseraient le vaccin, cela signifie aussi que 60% l'accepteraient et il serait donc majoritaire, ce qui change tout. Et par conséquent, vous voyez aussi que je suis objectif. À ce sujet, faut-il que je vous apprenne que la plupart des médecins n'y connaissent, paradoxalement d'ailleurs, pas grand-chose en matière de vaccination, et que dans la campagne vaccinatoire que l'on nous prépare, on envisage d'utiliser des étudiants, des kinés, des vétérinaires, on n'a pas encore parlé de chauffeurs de bus ou de réparateurs de chauffage central, mais ça ne m'étonnerait pas plus que ça, le cas échéant. Pour reprendre l'exemple de mon pays, la Belgique, l'objectif avoué est que 8 millions de Belges soient vaccinés à terme. 8 millions sur 11, soit environ 75%. Question, comment vont-ils arriver à ce but, à cet objectif, si la vaccination n'est pas obligatoire? Rien à cirer de la Belgique? Pas grave. Prenons la France pour exemple. Est-ce que ce ne serait pas un certain Macron qui aurait évoqué à l'usage de ceux qui ne seraient pas vaccinés un petit tour vers un centre d'internement ou d'hébergement sanitaire? Non mais franchement, ça vous fait penser à quoi ça? Au Club Med? Est-ce que vous voulez que je vous parle de l'Australie, où la situation face au Covid est hallucinante, où la police peut entrer dans les habitations sans mandat et vous mettre à l'ombre parce que vous auriez retiré le masque avant de vous mettre au lit? Vous voulez que je vous parle de l'Angleterre, de la Nouvelle-Zélande ou de l'Allemagne, où les choses ont été évoquées dans le journal très sérieux et pas du tout complotiste Die Zeit? Vous préférez peut-être que je vous parle du Canada, où l'on se demande bien en haut lieu ce que certains ont voulu dire par centre d'internement sanitaire. Mais comme certains sont parfois durs à la détente, ce qui est tout de même dommage dans un contexte de guerre, dur à la détente, oui, si vous n'avez pas compris. Au fait, qu'est-ce qui a encore dit que, lorsque l'on s'adressait en ces termes à la population, que cela annonçait des mesures liberticides, pour la plupart irréversibles? Bon, je poursuis. Donc, je vais en rajouter une couche, et ce sera même du plafonnage, et on pourrait passer du serpi au crépi. Ou grand mot, les grands remèdes, enfin, si j'ose dire, dans le contexte. Je vais ici reprendre un tableau qui ne date pas d'hier, mais qui est encore très valable, même si les chiffres ont forcément un peu changé. C'est seulement pour donner une idée approximative. Que constatez-vous?
Est-ce que cela vous paraît de nature à pouvoir généraliser la vaccination de la population mondiale? Or, c'est bien ce qui se profile. Ça y est, vous allez me dire, en voilà encore un qui prétend que le Covid n'existe pas, qu'il n'y a pas eu de mort, pas de souffrance, pas de surcharge des milieux hospitaliers, etc. Eh bien, c'est raté. Le Covid existe bel et bien et il tue effectivement. Je suis bien placé pour le savoir, pour avoir justement enterré l'un des miens et j'ai un collègue de travail qui a fait un détour dans le coma, donc vous pensez bien. Dommage que, dans un contexte de Covid apparemment indiscutable, le décès dont je vous ai parlé ait été dû à une embolie qui aurait peut-être cédé à un traitement adéquat au niveau des antiagglomérants plaquettaires ou fluidifiants sanguins. Et à ce propos, j'ai constaté dernièrement que les valves de mon entreprise affichaient une recommandation insistante, veillant à éviter à tout prix l'acide acétylsalicylique, un principe actif que l'on retrouve dans un médicament très connu depuis des décennies. Bon, ça commence par A, ça se termine par IN, ça c'était juste pour ne pas le dire. Allez, on va imaginer dans cette circonstance qu'il s'agit simplement d'un dysfonctionnement administratif ou d'un décalage chronologique inspiré de la première vague au cours de laquelle on ignorait encore tout des complications cardiovasculaires de l'affection. Amusant aussi, si l'on peut dire, d'entendre de la part des employés des pompes funèbres qu'ils ne transportaient pratiquement plus que des patients du Covid. Un peu comme si on ne mourait plus que de ça. Donc, il n'y aurait plus d'accidents de la route, alors que même après le couvre-feu, j'en vois conduire comme des malades. Oui, j'ai un laissez-passer pour raison professionnelle. Donc, il n'y aurait plus d'infarctus, il n'y aurait plus de cancer, plus de traumatisme crânien, etc. Y aurait-il un rapport avec cette rumeur prétendant que les milieux hospitaliers ou les médecins percevraient des honoraires supérieurs pour autant que leurs patients soient étiquetés Covid? Désolé, mais à ce sujet, on dispose d'assez de témoignages en ligne sur cette même plateforme. Toutefois, direz-vous, il fallait bien trouver une solution à cette pandémie mortelle. D'accord. Mais la première solution n'aurait-elle pas été qu'il n'y ait pas eu de pandémie? Donc, que direz-vous maintenant du fait que de plus en plus, il apparaît que l'origine du virus ne serait pas naturelle, mais artificielle? Vous remarquez que je l'ai mis au conditionnel. Rien n'est donc encore absolument sûr à ce niveau, ne le prenez donc pas encore pour une affirmation hasardeuse, mais les propos de spécialistes réels de la question, des spécialistes en matière de génétique, en viennent de manière de plus en plus précise à douter fortement d'une origine naturelle, et l'hypothèse de la chauve-souris et du pangolin semble maintenant en fâcheuse posture. Et quand bien même, quelle différence cela fait-il pour les morts? La différence essentielle serait que le cas échéant, il s'agirait d'un caractère intentionnel et non plus seulement de l'apparition d'une vilaine bébête. Cela voudrait dire, si c'était le cas, que c'était prémédité, que c'était voulu, réfléchi, pensé, organisé. Cela deviendrait alors de l'assassinat et même du génocide provoqué par des instances supérieures. Vous ne croyez pas au virus artificiel? C'est votre droit, et peut-être avez-vous raison, puisque rien n'est encore sûr. Mais dans ce cas, que direz-vous à propos de la disparition presque totale de la grippe saisonnière, au moins en Belgique et en France, ce qui représente tout de même la bagatelle de plus de 75 millions de personnes? Vous ne trouvez pas cela bizarre? Chez nous, en Belgique, à l'issue de la première vague, c'est le virologue Bernard Rentier, ex-recteur de l'Université de Liège, et donc tout de même pas le dernier des imbéciles, qui a avancé que les chiffres énoncés par l'organisme Sciensado devaient être exagérés d'environ 3600 unités, et on parle bien en termes de décès. Ceux-ci, selon lui, ne devaient pas être attribués au Covid, mais bien à d'autres comorbidités. Les autorités n'ont pas démenti ce point, mais stipulé que le nombre exact était difficile à déterminer, ce que l'on peut évidemment comprendre. Il n'empêche qu'entre-temps, le nombre de morts est monté jusqu'à plus de 16 000 au moment où je vous parle, et que dans ce total, à aucun moment on n'a retranché quoi que ce soit à cette estimation qui n'a forcément pu que s'aggraver. Peut-on donc considérer que la population a reçu une information correcte de la situation sanitaire? Est-ce qu'à défaut de lui avoir menti, on n'aurait pas un tantinet exagéré?
la gravité de l'état de choses, afin de faire peur à cette même population. Et que dire de certains médias mainstream qui, des mois durant, n'ont cessé de relayer ces informations? Que dire de ces informations manifestement fausses qui nous sont parvenues, par exemple via The Lancet, cette prestigieuse revue médicale dont l'analyse a pourtant été honteusement bafouillée, bidouillée, et sur laquelle se sont pourtant basés bon nombre de médecins, dont certains s'exprimaient sur des plateaux de télévision. Que dire de ces propos terrifiants qui parlaient d'hôpitaux surchargés après que l'on en ait diminué le nombre de lits? Que dire de cette situation quand on sait que des établissements privés en étaient réduits à se tourner les pouces à côté d'une prétendue saturation? Il ne s'agit pas ici d'affabulation de complotistes, mais bien d'éléments factuels indiscutables. Bref, on peut à tout le moins prétendre qu'un climat de peur a sciemment été entretenu, mais vous êtes-vous demandé le pourquoi de cette stratégie? Une phrase résume très bien la réponse. À partir du moment où la population a peur, on en fait ce que l'on en veut. Elle a peur de la pandémie, peur de la maladie, peur de la souffrance, peur de la mort. On la fera vacciner. Qui s'y opposera? D'autant qu'il s'agit d'une question de santé publique. Puisqu'il est question de contamination galopante, ceux qui refuseraient le vaccin seraient très mal vus. Ils ne feraient pas preuve de sens civique. Ce seraient de vils égoïstes qui ne pensent pas aux autres, somme toute en quelque sorte des espèces de meurtriers par procuration, lesquels mériteraient donc le centre d'hébergement sanitaire. En résumé, on pourrait dire que nous serons libres de nous faire emprisonner. Ce n'est pas vraiment ce que j'appelle de la liberté. Savez-vous que pratiquement chaque année sévissent des épidémies de grippe et qu'à chaque fois, nos hôpitaux sont saturés, sauf qu'on n'en parle pas, ou si peu. Ici, on en fait tout un foin, on multiplie les mesures contraignantes, on bloque tout le pays, quitte à provoquer un effondrement économique, et c'est bien ce qui est en train de se passer. Peut-être justement parce que c'est ce qu'ils veulent là-bas, en haut. Là-bas, en haut, c'est pour soi. Mais pourquoi voudrait-il une chose pareille? C'est ici que je vous invite à vous renseigner à propos de ce que l'on appelle le grand reset, la grande réinitialisation de l'économie mondiale, l'introduction du revenu universel ou de l'aumône pour tout le monde, ce qui tombera bien en tenant compte du nombre de SDF et de personnes qui sombreront dans la misère la plus noire. Et ça ne manquera pas d'arriver, il faudrait être aveugle et sourd pour ne pas le comprendre. Récemment, j'entendais à la radio un animateur annoncer que le niveau de chômage avait diminué en Belgique. Ça m'a fait bondir. Comment entendre une pareille information sans être pris d'une hilarité ironique qui risquerait de vous étouffer? Voyons, le nombre de chômeurs aurait diminué alors que les faillites sont légion, alors que la plupart des établissements sont fermés lors des confinements, alors que les CPAS sont pris d'assaut. Non, je ne crois pas que le nombre de chômeurs ait diminué. Les fins de droit ont augmenté, ou alors peut-être une hypothèse, la plupart des décès connus chez nous n'étaient que le fait de chômeurs. C'est évidemment risible, d'autant que l'on sait que la majeure partie des personnes décédées étaient des personnes âgées, pensionnées, retraitées en maison de repos. Pas toutes, bien sûr, mais vous connaissez beaucoup d'enfants de 3 ans et demi qui sont au chômage. Bon, vous allez me dire, stop, admettons que tout soit issu d'un grand complot mondial. Mais quel serait l'intérêt et la finalité? À quoi devrions-nous nous attendre? Ça fait pas mal de questions. Avant de répondre à tout cela, ces questions qui sont difficiles, je voudrais attirer votre attention sur 2 ou 3 points. Pouvez-vous comprendre qu'un département français, au moins, ait été entièrement confiné parce qu'il comportait 2 personnes contaminées, ou en tout cas un nombre parfaitement dérisoire? Pouvez-vous comprendre que l'une des intervenantes d'un ancien CNS, c'est-à-dire un Conseil national de sécurité, ait posé la question à notre ancienne Première ministre Sophie Wilmès: mais enfin, Madame la Première ministre, que recherchez-vous en fin de compte? Est-ce le niveau zéro? Car dans mon hôpital, je n'ai plus qu'un seul patient Covid. Dernièrement, je lisais le livre de Fang Fang, cette auteure chinoise, qui vivait à Wuhan au moment même du début de la pandémie. Elle relate dans son livre que le confinement s'est prolongé plusieurs jours après que la dernière personne concernée ait été guérie ou décédée, et finalement, peu importe, sauf pour la personne en question évidemment. Que craignait-on donc? Qu'une seule personne aurait pu recontaminer tout le pays?
Mais à ce compte-là, plus personne ne pourrait être atteint de la moindre maladie contagieuse. Sinon, c'est fini, grande catastrophe au niveau mondial. Vous pensez bien. Alors, ça vous semble-t-il rationnel? Ça vous paraît vraiment normal? Il semblerait, à en croire les épidémiologistes de réputation mondiale, que les secondes vagues seraient sinon inexistantes, du moins rarissimes ou très exceptionnelles. Pourtant, nos conseils scientifiques nous ont abondamment mis en garde contre le spectre de cette possibilité, laquelle a fini par arriver, vraie ou fausse, volontaire ou non. Mais alors que cette deuxième vague commence à se terminer, on nous parle déjà d'une troisième, voire d'une quatrième. À partir de la 12e, vous en avez une gratuite. Comment comprenez-vous ça? Alors, venons-en à la fameuse question de l'intérêt de toute cette mascarade, que je mets entre guillemets justement pour laisser une porte de sortie. Je vais vous inviter à consulter la documentation présente par exemple sur Wikipédia à propos des Georgia Guidestones, sur lesquelles figurent ces inscriptions en plusieurs langues modernes et en 4 langues anciennes, comme c'est original. Alors tenez-vous bien. En numéro 1, maintenez l'humanité à 500 millions en équilibre perpétuel avec la nature. Waouh, 500 millions. 2. Guidez la reproduction avec sagesse, améliorer la forme physique et la diversité. 3. Unissez l'humanité avec une nouvelle langue vivante. 4. Règle la passion, la foi, la tradition et toute chose avec une raison tempérée. 5. Protéger les personnes et les nations avec des lois équitables et des tribunaux justes. 6. Que toutes les nations prononcent en interne en résolvant les différends extérieurs devant un tribunal mondial. 7. Éviter les petites lois et les fonctionnaires inutiles. 8. Équilibrer les droits personnels avec les devoirs sociaux. 9. Prix, vérité, beauté, amour, recherche d'harmonie avec l'infini. 10. Ne soyez pas un cancer sur Terre. Laissez de la place à la nature. Laissez de la place à la nature. Je ne vais pas passer mon temps à épiloguer sur chacun de ces 10 commandements de l'époque moderne. Mais ces sages paroles font fortement écho à ce que l'on appelle l'établissement du mondialisme ou du nouvel ordre mondial, derrière lequel se cacherait l'État profond. L'État profond, c'est quoi encore ça? Considérez donc l'État profond comme une nébuleuse d'élite richissime qui contrôle déjà le domaine de la technologie et de la santé au niveau mondial, une nébuleuse dans laquelle on pourrait inclure les milieux sataniques et pédophiles ou pédocriminels. Alors si vous doutez de l'existence de cet État profond, je ne peux plus rien pour vous. C'est que pour vous, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Vous êtes dans un monde de bisounours. Peut-être que maman viendra encore vous border ce soir et vous racontera l'histoire du petit chaperon rouge, mais édulcoré pour vous éviter l'épisode du grand méchant loup. Donc, pour vous, il n'y a jamais eu aucune magouille politique. La corruption, c'est seulement à la téloche. S'il devait y avoir des méchants, de toute façon, Chuck Norris ou Superman les battront. Il n'y aurait pas non plus de multimilliardaires qui dirigeraient d'importantes entreprises technologiques qui, somme toute, influencent déjà le monde entier et dont pratiquement plus personne ne peut se passer. C'est ce que l'on appelle les nouvelles grandes puissances mondiales. Tant qu'on y est, il n'y aurait aucun réseau de pédophilie ou de pédocriminalité. Ben non, évidemment, seulement peut-être quelques centaines de milliers de personnes qui agiraient en parfaite indépendance les uns des autres, et bien sûr sans la moindre connexion avec les satanistes. À part ça, vous voulez un conte de Grimm ou bien vous préférez un bon vieux Walt Disney? Je me suis posé aussi beaucoup de questions à propos des milieux satanistes. Quant à savoir notamment, par exemple, la possibilité de leur implication au niveau de ce nouvel ordre mondial, du mondialisme, etc. Pouvait-il vraiment y avoir un rapport? Parce que c'est vrai que, aux yeux de la personne lambda, on ne voit pas forcément le lien de cause à effet qui pourrait exister entre l'un et l'autre. Pour moi, ça me paraît évident, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, alors il convient d'expliquer. Dans ma longue carrière auprès du CERPI en tant que président, le CERPI c'est donc le Centre d'études et de recherche sur les phénomènes inexpliqués, j'ai forcément été en rapport avec des milieux de sorcellerie, de satanisme, etc.
quand je dis que j'ai été en rapport avec ce genre de milieu, c'est bien entendu dans le cadre d'investigation, dans le cadre d'enquête, et non pas dans la participation effective à leurs activités malfaisantes, je vais dire. Mais contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les personnes qui font partie de ces milieux ne sont pas toujours des farfelus complètement désorientés, mais parfois aussi des personnes tout à fait posées, je dirais cartésiennes, rationnelles, voire des universitaires diplômés, même hautement diplômés. À la seule différence, c'est que évidemment leur orientation religieuse est plutôt différente, et ça s'explique également avec les différences relatives au manichéisme et à la dichotomie qui peuvent exister, et qui n'est pas aussi bien établie entre le bien et le mal. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que sinon on va se disperser. Il faut savoir que j'ai par exemple visité certains lieux où se déroulaient donc certaines choses en rapport avec le satanisme. J'ai visité notamment une pièce tout à fait particulière qui m'était très mal à l'aise d'ailleurs, une pièce entièrement peinte en rouge vif, en rouge sang, dans laquelle figuraient à part des effigies de démons, va-t-on dire, une table avec des glaives, mais vraiment quelque chose de tranchant, d'impressionnant au niveau de la longueur de la lame, de son caractère effilé. C'est assez impressionnant. Mais ce n'est pas là où je voulais en venir. Il faut savoir, par exemple, que ces milieux satanistes existent indubitablement, sont très répandus dans le monde entier. Et ces milieux sont d'ailleurs également extrêmement puissants et c'est facile à comprendre. Pourquoi? Bien parce que existent en leur sein pas mal de personnages politiques, militaires, etc., des personnes donc influentes qui sont arrivées là, non pas par hasard, mais parce qu'elles ont été introduites par d'autres personnes faisant déjà partie de la confrérie, si je puis m'exprimer ainsi, ou encore parce qu'elles ont participé à des soirées un peu spéciales, notamment dans un café de la capitale belge que je ne nommerai pas, je parle du café, je ne parle pas de la capitale que tout le monde connaît, et où donc se rassemblaient des personnalités politiques et militaires, comme je l'ai dit, parfois donc très importantes, et que je ne nommerai pas parce que je tiens à conserver mon existence et ne pas la mettre en péril, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il se fait que sous l'effet de l'alcool et éventuellement d'autres substances illicites, ces personnes pouvaient être soumises à certaines tentations au niveau sexuel. Je ne vais pas vous faire un dessin. Et il se fait que parfois, certaines, soit se rétractaient fort heureusement pour elles, d'autres, au contraire, succombaient, et très malheureusement, parce que dans ce cas-là, à l'insu de leur plein gré, elles étaient filmées, et donc on disposait d'un moyen de chantage. Mais ce moyen de chantage devient très pernicieux, très important, surtout quand on a affaire à une personne qui exerce une influence importante au niveau politique. Vous voyez comment ça va. Et fort heureusement, bon, des personnes ont pu se sortir de ce milieu avant de passer à l'acte, avant de commencer à participer à des tortures d'enfants ou à des viols collectifs, ce genre de réjouissance particulièrement nauséabonde. Et c'est grâce à ce fait-là qu'on a également pu obtenir des témoignages, certains se trouvant d'ailleurs en ligne, mais hélas mélangés avec d'autres vidéos beaucoup plus discutables quant à leur authenticité. Voilà ce que je voulais dire, donc ces milieux existent, ils sont forcément imbriqués avec les milieux pédocriminels, pédophiles, mais également, comme je l'ai dit, donc politique, stratégique, militaire, etc. Tout ça, ça rentre dans la même soupe. Pas forcément de manière prépondérante, parfois un peu en annexe, mais ça joue avec, comme on dit chez nous à Bruxelles. Alors, venons-en à l'essentiel, et notamment au premier commandement. Rassurez-vous, je ne vais pas les faire tous. Maintenez l'humanité sous 500 millions en équilibre perpétuel avec la nature. Alors, 500 millions d'êtres humains sur Terre, ce n'est déjà pas si mal, mais ça fait un peu vite par rapport aux 8 milliards actuels, vous ne trouvez pas? Vous imaginez ce que cela donne en pratique? Ça reviendrait à dire que chacun d'entre vous verrait la disparition de 15 personnes, 15 connaissances, 15 amis, 15 parents,
Et c'est pourtant bien la nature du premier conseil du commandement, ou du moins son début, puisqu'on le lit directement après, pour rester en équilibre perpétuel avec la nature. En équilibre perpétuel. Il ne serait donc pas question de refaire le monde. Messieurs, il ne faut pas vous réjouir trop vite, d'autant que le point suivant est très clair, en deux donc, guider la reproduction avec sagesse, améliorer la forme physique et la diversité. Guider la reproduction avec sagesse, ça me fait penser au contrôle des naissances, pas vous? C'est intéressant quand on conjugue ça avec la loi de bioéthique, vous ne trouvez pas? Si vous ne connaissez pas, là aussi, allez donc vous renseigner puisque vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais pour ne pas être de reste, allez donc voir aussi ce qui se dit à propos de l'instruction sexuelle obligatoire à partir de 3 ou 4 ans. Voyez aussi d'où vient cette idée nauséabonde. C'est vraiment gros, c'est sournois, c'est pervers, c'est abominable, mais c'est bien ce qu'on nous prépare. Dans le contexte de la reproduction avec sagesse, je ne sais pas trop comment comprendre le reste de la phrase, améliorer la forme physique et la diversité. Améliorer la forme physique, bon d'accord, c'est toujours un bon conseil, mais la diversité, est-ce que l'on veut dire que la monogamie, c'est de la monotonie? Est-ce que cela veut dire que nous devrions élargir la sphère de nos connaissances en faisant en sorte que celle-ci soit à la fois hétéroclite et homogène? Est-ce que cela veut dire que de temps en temps, il faut mettre Bobby ou Pussy à contribution? Je peux difficilement le dire mieux tout en restant politiquement correct. Vous pouvez reprendre chacun des points suivants des Georgia Guidestones pour constater qu'elles prêchent toutes en faveur de ce fameux nouvel ordre mondial à gouvernement unique, à langue universelle unique, à monnaie unique, avec disparition des liquidités et des libertés. Donc, pour en revenir à ce que nous disions en ce qui concerne l'intérêt de l'opération, celui-ci serait multiple et il présenterait sans doute effectivement certains points positifs non négligeables. En tout cas, ce qui apparaît comme de louables intentions. Mais vous savez que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Dans la crise sanitaire que nous vivons, jusqu'ici, j'ai surtout vu la peur, de la confusion, de la restriction, de la suppression de nos libertés, de l'effondrement, de la misère, de l'abus de pouvoir, de l'évolution vers un régime dictatorial, de la mort, de la souffrance, de l'abandon, de l'injustice, des inégalités et de la disproportion, du mensonge, des conflits d'intérêts, des pressions, des menaces, de la propagande, de la préparation de terrain, des promesses non tenues, du traumatisme psychologique, de la violence conjugale, du suicide, de la dépression, de l'alcoolisme, de l'interdiction ou de l'obligation, de la répression, de la sanction. Je vais arrêter là. C'est déjà très cher payé pour un vaccin. Si tout cela émanait de bonnes intentions, je suis heureux que nous n'ayons pas eu affaire à des ennemis. Dans toutes les réflexions que je me suis faites, parce que vous pensez bien que j'ai quand même cogité pas mal sur cette question du prétendu développement d'un mondialisme, d'un nouvel ordre mondial, il y a quelque chose que je me suis dit, c'est puisque en fait donc tous les pays du monde sont concernés par cette fameuse pandémie qui serait, en mettant toujours au conditionnel prudent bien entendu, une supercherie, hein, une manipulation, donc quelque chose d'extérieur sous l'influence d'instances supérieures qui seraient encore à déterminer. Mais donc il aurait fallu pouvoir convaincre chaque président, chaque roi, chaque chef d'État de toutes les nations d'appliquer les mêmes dispositions à l'égard de leur population. À savoir que la finalité aurait été de réduire conséquemment cette population. Autrement dit, d'entretenir sciemment un génocide. Et je me suis dit, ce serait quand même formidable, ce serait quand même incroyable, ce serait quand même terriblement décevant si parmi tous ces chefs d'État, il n'y en avait pas eu au moins un qui aurait eu le courage de dire non, moi je ne marche pas dans cette combine, parce que, tout simplement, voilà, je suis à la tête de X millions de personnes et je n'ai pas envie de me rendre complice d'un tel génocide, quelle que soit la somme que vous pourriez me conférer. Et il a effectivement été question notamment de 940 millions d'euros ou de dollars, peu importe, en première cause, parce qu'après, comme ça ne marchait pas,
On est revenu avec une somme encore plus importante, supposée donc faire céder le chef d'État en question. Sauf que ça n'a pas marché non plus et que le chef d'État en question donc a refusé d'appliquer ces mesures restrictives, contraignantes, liberticides à sa population, laquelle a pu continuer à travailler sans confinement, laquelle a pu continuer à boire de la vodka en guise de remède un peu euphorisant. C'est un peu ironique en même temps. Et ce chef d'État en question, qui, quelque part aussi, bon, il faut bien le signaler, est un dictateur, ce serait M. Loukachenko, donc le président de la Biélorussie. Et c'est intéressant de constater, quand on regarde les chiffres de la Biélorussie par rapport au Covid, eh bien on remarque que ces chiffres sont, sinon extrêmement bas, par rapport donc au nombre de décès, du moins, je dirais, très raisonnable. Ah, la seule différence, c'est qu'il n'y a pas eu de confinement, il n'y a pas eu d'effondrement économique, et donc que les gens ont pu continuer de vivre grosso modo, normalement, pour autant qu'on puisse parler ainsi au sein d'une dictature, mais de toute manière, si on compare avec nos pays, je pense que à ce moment-là, il valait quand même mieux vivre en Biélorussie, d'une certaine façon, hein. C'est un point de vue. Mais enfin, bon, voilà, c'était pour signaler ce petit point qui me paraissait mériter de faire la réflexion. Avant de vous quitter, j'ai juste encore de petites choses à vous dire, qui ne relèvent nullement de la fabulation, mais bien de faits établis. Ici, en Europe, tout près de la Belgique, un certain laboratoire, on va l'appeler ainsi, bien que cela ne soit pas tout à fait exact, laisserait traîner des fioles contenant de dangereux virus, comme d'autres laissent traîner leurs chaussettes. Sauf que le résultat n'est pas tout à fait le même. Le pays d'où ces virus tiennent leur origine, pays que je ne nommerai pas, serait dirigé par quelqu'un qui aurait de bien étranges accointances avec une grande puissance totalitaire, et il en irait d'ailleurs de même au niveau de son ministère de la Santé. Allez, pour plus de facilité, nous appellerons le pays 1 le P1 et le deuxième le P4, si ça peut vous aider à comprendre. À mon tour de vous poser une question. On peut remarquer dans les chiffres des nombres de décès dans le monde que cela ne touchait finalement qu'une toute petite partie de la population. Pour la Belgique, selon les chiffres les plus pessimistes et peut-être exagérés, comme je vous l'ai déjà expliqué, ce serait de l'ordre d'un peu plus d'une personne sur 1000. Moi, je pense que le nombre de victimes indirectes du Covid, dû au suicide, aux faillites, à l'effondrement économique, etc., sera bien supérieur à celui des victimes du virus. Dans ce cas, est-ce que cela vaudrait vraiment la peine de vacciner tout le monde? Et connaissez-vous beaucoup de vaccins qui soient efficaces contre les dictatures? Connaissez-vous aussi beaucoup de vaccins qui soient compatibles avec le premier commandement des Georgia Guidestones? Mais peut-être n'y a-t-il aucun rapport entre l'un et l'autre. C'est vrai. Vous avez envie d'essayer pour voir? Bien que j'y ai déjà répondu partiellement, il reste une question en suspens. À quoi devrions-nous nous attendre avec le vaccin? Via une technologie incluse, bien plus simple et rapide à mettre en place au sein d'un principe actif supposé protéger contre un virus éventuellement artificiel, vous feriez l'objet d'un contrôle total, vous privant de la totalité de vos libertés. Vous seriez localisé en permanence, identifié en permanence, dans toutes vos activités, contrôlables à distance. On pourrait d'un simple clic vous priver de toutes vos ressources, voire même vous retirer tout bonnement de la circulation. Plus la moindre confidentialité, plus la moindre vie privée, plus le moindre petit jardin secret. Vous êtes encore sceptique? Très bien. Pour le moment, il vous reste encore au moins cette liberté. Je vais bien vous avouer que probablement jamais au cours de ma vie, je n'ai autant eu envie de me tromper que maintenant. Parce que ce qui se présente apparaît évidemment comme une abomination monumentale, colossale, gigantesque, énorme, incroyable, je vous le concède, mais malheureusement, comme je vous l'ai dit également, tout
semble se confirmer jusque dans les moindres détails. Je pourrais vous expliquer tout cela pendant des heures. Je vous invite à me poser toutes les questions que vous voulez, à me demander les sources que vous désirez. Je vous les fournirai. Vous me posez ces questions dans les commentaires, ça fera plaisir. Profitez-en pour mettre des likes aussi sur la vidéo. Profitez-en pour vous abonner, pour activer la petite cloche. Vous connaissez tous ces conseils par cœur si vous avez l'habitude de regarder les vidéos. Donc, j'ai fortement envie de me tromper, parce que sinon, ça signifie tout simplement, comme vous l'avez appris au cours de cette vidéo, la réduction future de la population mondiale au niveau de 500 millions d'habitants seulement. 500 millions d'habitants qui seraient autant d'esclaves. Donc, ne disposant plus d'aucune réelle liberté, ce serait une vie atroce, que je ne veux même pas imaginer. Mais ce serait également doublé de l'exploitation sexuelle effrénée de nos enfants. Des enfants en général d'ailleurs, un véritable bouleversement de la société et un nombre incalculable d'abominations qui sont d'ailleurs occupées de se préparer. Voyez simplement l'actualité, vous allez comprendre. Voyez le nombre de mensonges que l'on nous assène au quotidien et sur des points particulièrement importants. Dans les jours qui viennent, vous allez probablement encore en découvrir et vous allez tomber de votre chaise parce que vous allez vous dire mais c'est pas possible, c'est pas possible. Il avait raison et nous n'en avons pas tenu compte. Seulement un grand problème à tout ceci, c'est que il ne suffit pas d'annoncer, parce que le savoir c'est le pouvoir, comme je l'ai dit, il faudrait également proposer des solutions. Ces solutions, je vous invite à les formuler également dans les commentaires. Vous en verrez certainement. Il faut bien réfléchir avant d'agir, ne pas forcément céder à la violence, parce que, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, ça pourrait également précipiter l'arrivée dans nos rues de la milice armée, et donc l'établissement encore plus direct d'un État totalitaire. C'est évidemment pas le but recherché et je ne peux en aucun cas prôner cette violence. Il y a d'autres possibilités dont une bonne partie est déjà mise en œuvre. Voyez ce que fait par exemple Maître Carlo Broussa en France, avec Maître Divisio également, Réaction 19, Réinfo Covid, etc. Le nombre de pétitions qui sont proposées à la population, le nombre de procès qui sont déjà intentés. Je rappellerai à cette intention que justement il y a eu toute une vague de perquisitions dans certains gouvernements que je ne citerai pas, mais vous verrez très bien lesquels. Réfléchissez à tout cela. Tout ça, ça n'arrive pas par hasard. Et ce que je vous raconte ici, encore une fois, c'est le résultat donc d'une enquête longue déjà maintenant depuis 11 mois, une enquête que je n'avais jamais pensé devoir entamer un jour, et dont nous sommes malheureusement probablement occupés de vivre l'aboutissement. Les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois risquent d'être particulièrement durs, et je n'ose même pas espérer ce qui va suivre après. Ça ne m'empêchera pas de vous souhaiter tout le bonheur du monde, extrêmement de bonnes choses, et même de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, comme vous le pourrez en fonction des circonstances, en fonction des énormes libertés que l'on nous a données, sous prétexte de santé publique, peut être réelle, hein, mais peut-être aussi un peu disproportionnée. Je vous invite donc à me retrouver dans une prochaine vidéo, et à tous mes followers qui auront eu le courage de me suivre jusqu'ici, de partager donc au maximum cette vidéo, qu'il vaudrait peut-être mieux d'ailleurs déjà aussi enregistrer de telle manière à pouvoir la reproduire sur d'autres plateformes si, par hasard, elle venait, comme tant d'autres, elle aussi à être censurée. Allez, je vous laisse. Bye bye, salut.